Alors bonjour à tous, donc bienvenue à ce dernier atelier de la journée donc, qui porte sur l'expatriation. Alors c'est vrai que quand on parle d'horizons lointains, quand on a envie d'aller justement explorer des terres, des contrées lointaines ou très proches, hein, ça peut être aussi aux alentours de, enfin ça peut être en Europe et frontalier, on se pose plusieurs questions. Alors c'est vrai que Nathalie, vous souliez le problème, entre guillemets, si c'est un problème, c'est de fait de savoir voilà, dans quelle situation, dans quelles conditions, dans quelle perspective vous allez vous expatrier. Est-ce que c'est une expatriation qui est voulue, en général tout le temps, mais est-ce que c'est une expatriation qui va être justement de votre fait, c'est-à-dire vous allez choisir un pays cible, ou alors est-ce que c'est l'entreprise qui va vous amener justement à effectuer cette mobilité? Donc on y reviendra effectivement un peu plus tard. On va parler aussi des destinations en vogue, celles justement où il est plus facile de s'expatrier. Alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'émissions, de reportages sur des zones un peu, des contrées un peu exotiques. Alors je pense notamment à Dubaï, le Canada qui revient aussi à la mode, la Belgique aussi, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais on pourra aussi évoquer ce point. Donc voir effectivement comment choisir la destination. On va parler aussi de comment on prépare, comment finalement on essaie d'impacter toute la famille et comment on soigne et on prépare cette mobilité. Un mot aussi sur est-ce qu'on trouve un travail avant ou après? Est-ce que c'est une mobilité qui est déjà prédéfinie avec un poste qui vous attend sur place? Et puis enfin, voir un peu quels sont les pays qui apprécient les Frenchies, les Français. Voilà. Ça vous va au niveau du programme? Oui. Parfait. Alors, je vous laisse vous présenter, donc honneur aux dames. Bonjour. Je m'appelle Michèle Kervarec et je représente Éducation internationale et son service Québec Métiers d'avenir, qui accompagne toute personne qui souhaite partir au Québec pour faire une formation professionnelle. Voilà, brièvement. Plus tard. Bonjour, je m'appelle Nathalie Laurin, je dirige un cabinet de conseil et de formation en communication et management interculturel, itinéraire interculturel. Et dans ce cadre, nous préparons les expatriés, notamment avant leur départ ou pendant leur séjour, à l'interculturel, apprendre à décoder la culture pour une meilleure efficacité au niveau professionnel et puis aussi pour le projet familial. Et je suis également co-auteur d'un certain nombre d'ouvrages publiés chez AFNOR Éditions sur les destinations d'expatriation, le Canada, le Japon, le Benelux. Nous reviendrons sur ces destinations. Donc j'accompagne des jeunes diplômés à s'insérer professionnellement et je suis également auteur d'un livre Rechercher un emploi autrement qui est édité aux éditions AFNOR. Le livre, c'est une méthode que j'ai tirée de mon vécu. Et mon apport dans cette conférence, ça sera surtout de revenir sur mon parcours parce qu'effectivement, j'ai été expatriée à un certain moment de mon pays en France. Donc voilà. Jean-Christophe Bonin et moi je représente Pôle emploi. Plus fort, voilà. Et je représente Pôle emploi. Alors on peut se demander ce que vient faire Pôle emploi dans le sujet Envie d'ailleurs, c'est ça la thématique. Eh bien, Pôle emploi a également un service en charge de la mobilité internationale avec comme objectif d'accompagner les personnes en recherche d'emploi à aller chercher un emploi, à aller chercher une formation dans un autre pays. Et c'est le rôle de mon service et des équipes en charge de la mobilité internationale. Donc on y reviendra un peu plus longuement, à la fois sur ce qu'on peut faire pour vous aider, et puis les différents endroits vers lesquels on peut accompagner les personnes en recherche de mobilité internationale, sachant que nous, on n'utilise pas du tout le terme d'expatriation, mais j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Bonjour à tous, je m'appelle Faté, je suis directeur commercial du média expat.com, donc un média en fait d'expatriés qui couvre plusieurs langues, mais on va être plus spécifique sur la partie francophone. Le média expat.com est un média totalement gratuit qui permet en fait à tous les futurs expatriés d'avoir les éléments nécessaires, donc tout ce qui est information administrative, mise en place, etc., pour préparer et avoir une bonne expatriation. Premier point, également, on a créé également un réseau social qui permet d'être mis en relation en fait avec les expatriés qui sont déjà installés dans le pays de destination dans lequel vous voulez être, ce qui permet justement de créer du réseau, du network et de préparer encore plus sereinement l'expatriation. Alors Jean-Christophe Bonin, vous avez titillé ma curiosité, pourquoi vous parlez plutôt de mobilité que d'expatriation?
Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que l'expatrié, c'est aussi un statut. Il y a le statut d'expat, le contrat d'expat, et ce sont des choses que Pôle emploi ne va pas gérer, parce que c'est en général le statut de quelqu'un qui est déjà en emploi et qui va bénéficier d'un statut d'expatrié dans son entreprise. Et puis, la deuxième chose, c'est quand on a parlé avec les personnes en recherche d'emploi à l'international, l'expatriation sous-entend une connotation définitive. Et nous, ce à quoi on l'accompagne, c'est à une mobilité qui n'est pas forcément définitive, parce qu'il y a toujours un retour à un moment dans sa terre natale. On revient en France, alors ça peut être au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça peut être aussi au bout de 3 mois. Et le sujet de la mobilité, c'est aussi de la mobilité apprenante. Et donc on préfère le terme de mobilité internationale au sujet expatriation. Ça n'est pas qu'une question de linguistique ou de sémantique. En fait, on a défini par rapport aux médias et par rapport aux différentes étapes. Nous, on intervient, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup plus en amont en fait du parcours d'expatriation, dans l'élaboration du projet d'expatriation. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que la plupart des personnes qui veulent s'expatrier, en réalité, ont des motivations et des objectifs totalement différents. Et surtout, vos objectifs doivent être aussi cohérents par rapport à la destination dans laquelle vous souhaitez aller. Et c'est très très important de prendre énormément d'informations en amont, pouvoir préparer correctement ce projet-là. Pour souvent, et pour beaucoup de personnes, c'est souvent des projets de vie, des changements complets, des gens qui partent avec leurs femmes, leurs enfants, etc. Donc on essaye de faire vraiment très très attention via on va dire la centralisation de contenu, avoir des relations assez directes avec les différentes ambassades et autres pour qu'on puisse centraliser et avoir le maximum d'informations justement pour que votre expatriation soit bonne, en veillant à ne pas oublier des éléments clés. Je pense qu'on va détailler peut-être au fur et à mesure, mais il y a quand même des points majeurs qu'il ne faut surtout pas oublier ou omettre. Effectivement, on va partir du point de départ qui est la mobilité ou l'expatriation en fonction du projet. Il y a aussi un paramètre qui est aussi important, c'est effectivement l'expatriation de la mobilité va être différente en fonction de l'âge, en fonction aussi de la situation à l'état civil, si vous êtes célibataire ou si vous avez une famille. La configuration et surtout la manière d'engager cette mobilité sera totalement différente. Alors, en fonction de ces différents postulats de départ, comment se prépare et quelles sont justement les différentes étapes ? Alors je voudrais revenir sur ce qu'a dit Fateh. Bien en amont, bien sûr, il faut réfléchir au projet d'expatriation et aussi à la destination. Et il faut finalement être en accord avec les attentes qu'on a par rapport au pays de destination. Et qu'on s'aperçoit qu'il y a des échecs qui sont dus. Des échecs qui sont dus à des attentes irréalistes. Et très très souvent, on a des attentes par rapport à une destination parce qu'on a été en vacances dans ce pays. Ça nous a fait rêver. Globalement, c'est pas la même chose de passer 2 semaines dans un pays en vacances que d'y aller pour une situation de mobilité internationale. Et donc ça, c'est vraiment être réaliste avec ses attentes, ne pas magnifier quelque part le pays. Et par expérience, finalement, les échecs les plus cuisants ont été sur des destinations comme les États-Unis, quelque part, qui, peut-être dans des temps plus anciens, on avait encore quelque part le rêve américain qui était présent. Et puis, bah oui, on peut trouver le rêve américain à New York, peut-être, ou à San Francisco. Mais quand on se retrouve dans le Middle West américain, c'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé. Et aussi, on a des échecs, par exemple, sur l'Italie, où on a l'image de la Dolce Vita. C'est pas non plus. Dans le business déjà il est au nord de l'Italie, donc c'est pas forcément la Dolce Vita. Donc ça c'est un point crucial, vraiment d'avoir des attentes réalistes quand on choisit sa destination. Alors par rapport à l'échec, c'est très important effectivement de se préparer. Et dans le cadre du Canada, enfin du Québec, et de la formation professionnelle, le ministère de l'Éducation finance donc notre organisme qui est Québec Métiers d'Avenir pour accompagner justement toute personne qui y part. Donc toutes les questions sont travaillées dès le début, donc de l'orientation, bien choisir la formation, pourquoi je pars, pour ensuite être inscrit dans les centres de formation par une agente qui est attitrée pour chaque dossier et qui est c'est un accompagnement gratuit en plus. Donc ça c'est vraiment fantastique. Et donc c'est bien pour éviter tous
les échecs. On en a Tous les écueils qu'on peut tous les effectivement écueils, effectivement. rencontrer. Et donc l'agente accompagne jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la fin du premier mois de formation pour être sûr que tout se passe bien. Alors, ce que je vous demanderai aussi après, ce sera quelques exemples très concrets pour pouvoir illustrer justement une mobilité ou une expatriation. Alors, on va revenir sur... oui. Sur Ouais, quoi départ. je voulais juste rajouter un élément, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. On part aussi, on ne part pas pour fuir. Sinon, on trimballe son échec ou on trimballe son envie de fuite. On ne part pas parce qu'il n'y a pas de travail en France. On ne part pas parce que... il n'y a pas de protection sociale en France. Alors je le dis parce que ça nous a été dit dans les entretiens qu'on mène. Il faut mesurer la protection sociale qu'on a en France. On part parce qu'on a un projet, on part parce qu'on a une envie. Vous le disiez tout à l'heure, on part aussi en pensant à sa famille, à son environnement personnel, mais surtout, on ne part pas parce qu'on a raté en France. Encore une fois, je vais être d'accord avec tout le monde parce que ça rentre un petit peu dans la vision un petit peu qu'on peut se donner de l'expatriation. C'est vraiment l'aspect psychologique qui va être le plus important pour déterminer si votre expatriation va être bonne ou pas. Nous, on a mesuré en fait via les différents, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 2 millions de personnes qui sont connectées sur la plateforme, avec qui on peut interagir et échanger et avoir des informations assez concrètes, des datas vraiment bien organisées. Et on se rend compte en fait qu'il y a clairement, et je pense que c'est sans le vouloir, c'est comme ça fait partie de la nature humaine, on appelle ça un cycle en fait d'expatriation. Ça veut dire que les gens vont partir en expatriation sur les 3-4 premiers mois en fait de leur vie d'expatrié. On a appelé ça, cette période-là, on va dire la période lune de miel. C'est un peu, on arrive dans un pays, on voit tout est beau, tout est magnifique. Là, ce qu'on vient de laisser en France, c'est horrible, c'est n'importe quoi. On prend tout du côté positif des choses. Après, il y a une période qui est très très importante et on a plutôt présenté comme le choc culturel où en fait on se rend compte après plusieurs mois d'éloignement avec la famille, l'entourage, les proches et surtout les habitudes qu'on a pu se construire tout au long de notre vie en France, c'est ces habitudes-là de temps en temps qui nous manquent. Au départ, on le sent pas. On se dit pas, tiens, on n'a pas de ciné, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça, on n'a pas de bons restaurants parce qu'il y a plein de choses super en France. Moi, je vous le dis en connaissance de cause, parce que je suis expatrié depuis aussi 2 ans. Bon, c'est quand même dans un bel endroit, c'est à l'île Maurice, mais quand bien même... Oui, désolé. Même si tout le monde a cette vision justement de carte postale, de côté plage, soleil. Oui, on a le côté plage, soleil. Oui, il fait beau, etc. Mais c'est une différence de culture qui est énorme. C'est clairement pas du tout les mêmes occupations, les mêmes choses, mais on le savait, on était préparé en amont parce qu'on a pris le temps de bien préparer les choses et de se documenter, de réfléchir justement sur comment nous on allait interagir en fait avec les autres. Est-ce qu'on avait... Il y a ce côté aussi, quand je parle de psychologie, ce côté aussi humilité. Ce côté, moi, je pars pour découvrir des choses. Je pars pas avec mes a priori. Je pars vraiment dans le côté, en fait, de m'ouvrir aux autres et d'apporter quelque chose de supplémentaire et de développer un petit peu, que ce soit notre vie, la vie des enfants, etc. Chercher quelque chose de différent. Et il y a un dicton qui est très fort et très important. Et ça, c'est beaucoup de gens l'oublient quand ils sont en France. On se dit tout le temps que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais en réalité, c'est jamais le même vert, c'est juste un vert différent. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que même si au départ, les personnes qui partent en état d'esprit touriste, en vacances pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ils vont souvent dans des destinations de rêve, c'est pas vivre dans ces destinations-là, c'est juste partir en vacances. La mentalité est complètement différente et le côté psychologique doit vraiment être impacté en amont. Oui, effectivement, en me référant à mon cas, moi je me suis expatriée de mon pays pour venir en France. Et moi j'ai d'abord commencé par les études, c'était pour faire mon dernier cycle universitaire. Et à la fin, j'ai dû commencer à chercher du travail, et même pour chercher mes stages, j'ai dû commencer à connaître les codes utilisés dans les entreprises françaises, parce que effectivement c'est pas la même chose, et j'ai vraiment découvert que c'est pas le diplôme qui donne le travail. Donc et en cherchant justement les différents codes et en apprenant, donc je me suis fait accompagner par des structures. Donc une raison de plus que si on veut s'expatrier et qu'on connaît le pays et qu'on a déjà un diplôme, je pense que ça serait vraiment
mieux de déjà s'informer sur cet aspect-là. Et puis aussi, j'ai été aussi aidée par mon réseau personnel, donc il y a eu les structures et aussi le fait de côtoyer des personnes de mon réseau. Donc en fait, je me suis fait un réseau, comme disait tout à l'heure Fateh, que c'est pas... En fait, il y a des choses, il y a même, en fait, quand vous changez d'environnement, c'est même vos amis, vous devez refaire votre cercle d'amis. Donc, par mes activités associatives et tout, j'ai pu me refaire un cercle d'amis et les personnes qui m'ont aidé informellement, cette aide-là a été vraiment très significative. Donc voilà. Nathalie, oui. Oui, alors effectivement, en lien avec tout ce qui vient d'être dit, il y a cette période de choc culturel qui est quasi inévitable, mais qui est plus ou moins intense. Et donc, en fait, l'idée de préparer son projet de mobilité, c'est vraiment de réduire finalement les facteurs d'intensité de ce choc culturel. J'ai déjà parlé des attentes. Il y a aussi être sûr que la famille, finalement, est bien d'accord pour ce projet de mobilité. Et puis, après, il y a les facteurs qui sont liés à la culture du pays d'accueil. C'est-à-dire que si vous allez dans un pays qui n'est pas francophone, il faut être prêt quand même à apprendre la langue du pays d'accueil. Et il y a également, merci pour la notion de code, effectivement, il faut pouvoir décoder cette culture. Donc pour ça, il y a des formations, où il y a des ouvrages chez AFNOR Éditions. Mais au-delà également du décodage de la culture, c'est être sûr quelque part qu'il n'y a pas d'antagonisme dans les valeurs, dans nos propres valeurs et dans les valeurs de la culture du pays d'accueil. Parce que sinon, vous allez vivre un enfer si en permanence, vous êtes obligé de faire le grand écart entre vos valeurs et celles du pays d'accueil, les codes du pays d'accueil. Et après, également, quand vous soulignez se faire un réseau, je crois que pour aussi réduire le choc culturel, il faut socialiser beaucoup avec la population locale. L'intégration se fera par la socialisation, soit par le sport, ça c'est un formidable moyen d'intégration parce que les règles du sport sont quand même à peu près universelles, donc on ne sera pas sur des négociations de valeurs, soit par effectivement des activités associatives, les cours de langue aussi d'ailleurs, pourquoi pas, mais ça veut dire qu'il faut quand même prendre sur soi pour aller vers l'autre, ce qu'on ne fait pas naturellement dans son propre pays. Et c'est un terme qui est à la mode en ce moment, mais que je trouve très approprié. Il y a vraiment une agilité interculturelle à développer pour réussir sa mobilité. Alors on va repartir sur le point de départ, qui est le choix du pays. Donc ça a été évoqué, on parlait parfois de dimensions où il faut aller vers l'autre, vous parlez de code, vous parlez aussi de dimension interculturelle. Comment on choisit son pays? Est-ce qu'on prend un pays qui est proche justement de sa culture? Alors je pense notamment, on est des latins en France, est-ce qu'il faut plus partir vers des pays du Sud, l'Espagne, l'Italie? Ou alors, pourquoi pas ne partir vers d'autres contrées un peu plus exotiques comme l'île Maurice? Et surtout, quels sont les critères justement? A priori, j'en décèle 5. Parce que, en fait, de base, il faut bien comprendre que quand on va dans un nouveau pays pour s'expatrier, on a, on va dire, des besoins et des obligations justement pour aller rechercher dans ces pays-là. Que ce soit les opportunités professionnelles, parce que je pense que c'est la base pour n'importe quelle situation pour chacun, hormis pour les étudiants qui vont plus dans le côté pour l'apprentissage de langue et les études. La plupart des gens sont plutôt dans l'optique justement des opportunités professionnelles en fonction de leur secteur d'activité, en fonction de différents facteurs, mais il faut bien déjà analyser ça par rapport à son propre parcours professionnel, voir est-ce que c'est en adéquation avec ça. Il y a aussi possibilité, il n'y a pas de frein, c'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes, malgré leur partie justement professionnelle, peuvent être en réorientation et autres. Je pense que Jean-Christophe pourra nous en parler tout à l'heure un peu plus. L'idée, c'est déjà de partir de ça. Après, c'est c'est l'aspect aussi social, l'éducation pour les enfants, tout ce qui est coût de la vie, c'est aussi très important. Les gens ne se rendent pas compte, pensent que voilà, la vie est beaucoup moins chère là-bas parce que c'est peut-être un pays en voie de développement, mais les rémunérations, les salaires sont proportionnels pour la grande majorité des pays en fonction du coût de la vie sur place. Donc il faut bien aussi en anticiper sur est-ce qu'un seul salaire va suffire au départ, est-ce que les deux doivent travailler, etc. etc. Il faut bien comprendre également que nous, on a vraiment beaucoup de chance en France. On a l'éducation qui est gratuite pour les enfants. Dans la majorité des pays à l'étranger, l'éducation est payante.
C'est le cas, j'ai 2 enfants, moi, à l'île Maurice, et je paye plusieurs milliers d'euros par an pour seulement scolariser mes enfants, un qui est en maternelle et un qui est en début de collège. C'est des coûts en fait sur lesquels on ne se rend pas compte tout de suite, mais qui ont un vrai impact parce que on considère que si on part dans des destinations, on va dire intéressantes ou paradisiaques ou peu importe, si on y va et qu'on a au niveau du budget, on est très très serré, en réalité on profite pas. Et ça peut créer justement ce sentiment de mal-être qu'on peut vivre sur place en ayant l'éloignement en plus et tous les autres facteurs, on va dire, qu'on peut vivre de manière négative. Donc il y a aussi toutes ces étapes-là aussi à bien comprendre et bien analyser. Et bien sûr, il y a le point qui a été aussi précisé, c'est la partie langue. La langue et la culture du pays. Faut bien comprendre que quand on va s'expatrier dans un pays, tout à l'heure j'ai utilisé le mot de côté humble, faut être ouvert et humble justement à la culture. On n'est pas là-bas pour partir dans l'esprit de, enfin je vais peut-être être un peu dur, voilà, un peu conquérant, colonisateur ou autre, avec des droits et des privilèges supplémentaires, parce que dans les pays à l'étranger, ça ne se passe jamais comme ça. Et c'est la plupart du temps, nous, dans les différents questionnaires et retours d'informations pour les expatriations qui ont raté, qu'on considère au maximum au bout de 5 à 6 mois, les gens rentrent, voire ils passent même pas l'année. C'est souvent les gens en fait qui ont ce décalage en se disant oui mais en France c'est pas comme ça, oui mais en France c'est comme ça, oui mais en fait faut vraiment partir dans un état d'esprit où votre vision du pays n'est jamais vraie parce que c'est qu'une interprétation en fait de ce que vous pensez du pays. Vivez l'expatriation comme si c'était vraiment comme un enfant qui découvre de nouvelles choses, qui apprend au quotidien sur ces choses-là. C'est vraiment très important. Puisque je travaille pour le Québec, alors, opportunité pro, check. Puisque en ce moment, donc c'est le chômage est au plus bas, il y a plein de personnes qui vont partir à la retraite, donc il y a plein d'opportunités professionnelles. Éducation gratuite pour les enfants, check. Donc pour les enfants à partir de 5 ans, c'est gratuit, donc vos enfants seront bien à l'école, bien éduqués, dans des bons lycées, ils pourront même aller à l'université sans problème. Lorsque vous faites une formation professionnelle, vous avez aussi un permis de travail, check. Donc vous avez possibilité de travailler pendant les études et après. La langue, français, check. Double check, je dirais. Double check. Donc vous pouvez faire les formations et travailler en français. Si vous voulez améliorer votre anglais, pareil, vous pouvez le faire si vous allez dans des secteurs plutôt bilingues. Voilà. Je suis désolé, je vais enlever un chèque au Québec, hein. Mais c'est pas pour dire du mal. Juste, je pense qu'il faut être vigilant quand on parle d'expatriation, de mobilité internationale. On va pas dans un pays où c'est juste des Français qui parlent une autre langue. C'est bien des gens qui ont une autre culture. On n'est pas attendu en tant que Français. Les compétences françaises sont reconnues dans un grand nombre de pays parce qu'on a un excellent système éducatif, on a des vraies compétences dans un grand nombre de domaines. Pour autant, on a aussi une culture et celle qu'on va rencontrer n'est pas la même. Et la majeure partie des risques d'échec, et Faté le disait, c'est parce qu'on arrive avec notre propre imaginaire et notre propre culture et on ne se mélange pas. Et par rapport au Québec, parce que quand on demande aux personnes en recherche d'emploi, vous voulez aller travailler à l'étranger, il va y avoir la moitié qui répond « je vais aller travailler au Canada ». Et donc on creuse un peu le Canada. Est-ce que vous voyez ce que c'est que le Canada? Oui, le Canada, à Montréal, on parle français. Donc nous, on leur répond, le Canada, c'est pas le Québec. Le Québec, c'est pas Montréal. Montréal, il y a 11% de chômage. Et pour trouver du boulot à Montréal, c'est mieux de parler anglais. C'est mieux. J'ai pas dit que c'était indispensable, je dis c'est mieux. Et il fait froid. Alors, on ne le dit pas trop, ça, par contre. Après, j'ai passé une partie de l'hiver dernier à Montréal, c'était super sympa. Et c'est l'Amérique du Nord. En termes de contrat de travail, en termes de protection sociale, en termes d'un certain nombre de choses. Et du coup, c'est là-dessus qu'il faut aussi réfléchir lorsqu'on veut partir. À la fois, il y a la question de la langue, effectivement, qui est importante, et partir dans un pays francophone, en tout cas majorité francophone, c'est plus facile pour les Français qui ont une maîtrise des langues étrangères qui est parfois relative. Pour autant, encore une fois, quand on part au Québec, on part en Amérique du Nord. Quand on part à Maurice, on part pas en Amérique du Nord, on peut parler français, mais les lois du travail ne sont pas les mêmes. Et tout ça sont un certain nombre de choses à analyser, à étudier, à s'assurer qu'on est en mesure d'accepter ce type de contraintes qui sont différentes de celles qu'il y a dans notre pays. Mais j'aime beaucoup le Québec.
Juste pour, bien évidemment, il faut étudier à fond le pays par rapport à la culture, les règles, les contrats et tout. Nous, dans le cas de Québec Métiers d'Avenir, on accompagne toute personne et on répond à toutes les questions gratuitement, bien évidemment, puisque c'est pour que les personnes... La mission des conseillères de Québec Métiers d'Avenir, c'est que les personnes arrivent au Québec de la manière la plus sereine possible, c'est-à-dire qu'elles aient toutes les réponses à toutes leurs questions. Donc, effectivement, ça se prépare, bien évidemment. Oui, alors moi je ne voudrais pas que vous ayez l'impression qu'on vous décrit que des difficultés en fait. Donc quand même, il faut se dire que la mobilité internationale, c'est quelque chose de formidable. D'abord, c'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture à d'autres cultures, c'est la possibilité d'apprendre d'autres langues ou de permettre à vos enfants d'apprendre d'autres langues. Et quelque part, c'est sortir de soi-même. Et j'ai envie de dire que quand on rentre en France, on revient avec des possibles énormes, en fait, quelque part. Hein. C'est-à-dire que parce qu'on a été obligé de sortir de soi-même, d'être le meilleur quelque part, et que ça, c'est quelque chose après qu'en France, on peut quand même tout à fait revendre. Hein, parce qu'on a été opérationnel dans des contextes très différents. Et qu'on arrive parfaitement à voir la variété des situations, la complexité des situations. Parce que Fateh a dit, c'est comme un enfant qui découvre le monde. Hein. Nous, dans l'interculturel, on prend un jargon du métier, on dit que c'est apprendre à se décentrer, hein. C'est apprendre à sortir de son référentiel habituel, et que finalement, dans ce monde actuel, en permanence, il faut sortir de son référentiel. Et donc, une situation de mobilité va nous permettre d'acquérir ce réflexe de sortir de son référentiel. Mais, naturellement, pour que cette expérience devienne un plus, il faut la préparer, et ça, on l'a déjà dit. Le facteur climat est aussi effectivement important. Blague à part, quelles sont justement les destinations où les Français aiment justement voyager, aiment s'installer ? C'est pas la même question. Aime voyager et aime s'installer. Depuis le début, on essaie de dire justement, c'est pas la même chose. Hein. Pardon, autant pour moi. Oui, il faut peut-être voyager. C'est important. Mais par contre, il faut voyager pour savoir où on a envie d'aller. Je pense que, encore une fois, je disais, quand on leur pose la question, en tout cas pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on va avoir le Canada qui va arriver en tête à chaque fois, on va avoir le Royaume-Uni, et puis on va avoir la Suisse et la Belgique. C'est pas forcément les meilleures idées. La connaissance que peuvent avoir les personnes en recherche de mobilité, elle est parfois extrêmement réduite à ce qu'ils connaissent. Et du coup, il faut aussi, quand on pense à aller travailler à l'étranger, ouvrir aussi son horizon à d'autres destinations auxquelles on ne pense pas naturellement. Alors, il y a une destination, par exemple, dont nous on fait la promotion depuis déjà quelques mois, la République tchèque. Alors ça a l'air idiot comme ça. C'est pas sexy hein, sur le papier. Hein. Alors d'abord, Prague, c'est vachement beau, mais c'est pas forcément à Prague. Prague, c'est le taux de chômage est de 0%. 0%. La maîtrise d'une langue étrangère n'est pas indispensable, y compris l'anglais. On place régulièrement des Français à Prague, dans des centres d'appel. Alors on nous a fait le reproche, mais Fateh le disait tout à l'heure, de la question du salaire. Bah ouais, mais le salaire, il est aussi lié aux conditions de vie. Et effectivement, on gagne 1 000 euros dans un centre d'appel à Prague, sauf que le loyer, il est de 100. Voilà, en France, on va gagner 1 200, mais le loyer, il va être de 800. Ça fait mal. Question de choix. Mais voilà, la République tchèque, l'Allemagne, on a réussi à demander, nos collègues autrichiens sont venus, de Pôle emploi Autriche, sont venus 2 jours pour recruter. Ils sont là et ils ont des recrutements. Voilà, toutes des destinations, encore une fois, auxquelles on ne pense pas naturellement parce qu'elles ne sont pas sexy. D'abord, elles le sont. Et puis, il y a de l'emploi. 1 100 000 postes à pourvoir en Allemagne, à ce matin. 1 100 000 postes. Alors, quels sont les autres pays, justement, où il y a des opportunités pour les Français ? Moi, pour compléter, en tout cas, bon, je n'ai pas les statistiques, mais moi, j'ai suivi une émission à la télévision que l'Irlande aussi était un pays où il y avait beaucoup de... En fait, la demande en fait, il y avait beaucoup d'offres qui n'étaient pas pourvues.
Donc du coup, c'est aussi une destination aussi, voilà, c'est une destination, c'est un pays où on peut se diriger et aussi les conditions de vie sont très bonnes aussi. Je vais aller un petit peu plus loin, pour le coup je suis d'accord, et nous en fait on s'est basé sur les statistiques justement qu'on peut avoir sur les différentes expatriations de la communauté des Français donc à l'étranger. Aujourd'hui plus de 50% en fait des expatriés français s'expatrient en Europe, donc soit sur la zone on va dire proche Europe ou l'Europe de l'Est comme Jean-Christophe l'a dit. Voilà, c'est sûr qu'il y a une proximité justement avec le continent européen. Après, on a décelé aussi beaucoup de nouvelles tendances. C'est sûr que ça rassure tout le monde d'être plutôt sur la zone euro, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des modalités, des échanges et surtout de la distance par rapport aux familles pour pouvoir faire des allers-retours, etc., ou être assez proche de la famille. Mais les destinations, on va dire, qui performent le plus, qui sont le plus attractives ces derniers temps, sont plutôt aussi les destinations pour les Français, les destinations d'Asie. On se rend compte qu'il y a énormément de demandes, que ce soit sur la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam, Hong Kong, parce qu'il y a énormément d'opportunités professionnelles dans différents secteurs, que ce soit les nouvelles technologies, que ce soit les services, etc., où justement la reconnaissance des diplômes français est beaucoup plus valorisée et certains pays asiatiques ont quand même ce culte aussi de la France, avec l'histoire, avec cette rayonnance qu'on peut avoir à l'international, surtout chez eux. Également le Moyen-Orient, avec les Émirats Arabes Unis, avec le Qatar, où bien sûr il y a des opportunités professionnelles aussi énormes. Après, c'est des différences culturelles. Même, je ne parle pas au niveau de... je pense qu'on a tous vu des reportages sur ce genre de destination. Il y a des... c'est pas le côté civilisation, c'est peut-être ce côté un peu choc culturel qui peut peut-être faire peur, mais en réalité en termes de business, en termes d'opportunités professionnelles et en termes de promotion et d'évolution de carrière, on a des superbes expériences de personnes qui partent là-bas, qui partent de zéro et qui finissent avec des postes à haute responsabilité, avec un pays où justement il y a ce côté proximité avec les Français également qui plaît beaucoup. Après, je vais pas parler du Canada parce que c'est forcément une des top destinations avec les États-Unis, mais le Canada truste un petit peu les plus grosses envies. Après, les plus grosses envies ne sont pas forcément ceux qui s'expatrient réellement au Canada, parce qu'il y a aussi, on a aussi le côté positif du Canada, mais il y a aussi bien sûr des contraintes, des dossiers On reviendra sur les démarches. Oui, sur les démarches après. Ok. Donc voilà, c'est tout. Oui, je crois qu'en termes d'opportunités, il faut cibler les pays qui ont des problèmes démographiques en fait. Et effectivement, vous citiez la République tchèque et un certain nombre de pays voisins de la République tchèque, de pays d'Europe centrale, ont de vrais problèmes démographiques et donc ont un vrai problème de ressources humaines. Qui plus est, ce sont des pays qui sont arrivés à l'économie de marché il y a 30 ans à peu près et qui sont simplement en train de mettre en place des formations diplômantes, j'ai envie de dire, d'expertise. Des ingénieurs qui sont capables d'aller à la conquête de l'espace, il y en a plein, mais des ingénieurs opérationnels, des techniciens opérationnels et autres, il y a encore très peu de personnes formées. Alors il y a déjà peu de ressources humaines et peu de personnes formées. Ce qui veut dire que si vous avez finalement une expertise et que moi je vous recommande d'aller sur des marchés de l'emploi en tension parce que voilà, on a des courbes démographiques qui sont catastrophiques sur les pays d'Europe centrale par exemple, ou voire la Russie également. J'ai juste rajouté un élément qui complète ce qui vient d'être dit. On a la chance de vivre en Europe et l'Union européenne est un formidable terrain de jeu. Il n'y a pas besoin de visa pour aller chercher un emploi ou travailler dans un autre pays de l'Union européenne, auquel on pourra ajouter en plus la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein. Bientôt on pourra aussi enlever le Royaume-Uni, mais pour l'instant en tout cas c'est possible. On a un vrai espace de libre circulation. Travaillant pour Pôle emploi, on peut donner des informations autour du sujet assurance chômage. Vous êtes au chômage, vous allez chercher un emploi dans un autre pays de l'Union, vous emportez vos allocations de chômage, vous travaillez dans un autre pays de l'Union, vous cotisez à l'assurance chômage, vous revenez en France, vous avez des droits au chômage. Il n'y a pas de sujet de problème de santé puisqu'on a la carte européenne d'assurance maladie, il suffit d'en faire la demande. Un formidable espace de marché du travail commun au sein de l'Union européenne. Il y a une union des services publics de l'emploi européenne avec un système qui s'appelle EURES pour European Employment Services, avec un portail qui délivre aujourd'hui à peu près 4 millions d'offres d'emploi au sein du territoire de l'Union, et elles n'y sont pas toutes, un véritable enjeu. Et en plus, effectivement, ce que disait Faté, c'est que c'est relativement proche, même si la République tchèque, c'est 2 heures d'avion et qu'Athènes, c'est 4 heures, mais il y a de l'emploi, il y a des potentiels, et il n'y a pas de problème de
visa, il n'y a pas de problème de droit du travail, il n'y a pas de problème d'assurance chômage ou assurance maladie. Et c'est, encore une fois, on n'y pense pas naturellement. On va plutôt penser alors, à la Suisse, parce que c'est tout près et qui parle français. On va penser à la Belgique, mais on va plutôt penser à la Belgique francophone, alors que l'emploi, elle est dans la Belgique flamande. Et puis on va penser au Royaume-Uni, et c'est pas la peine. Et je rejoins par contre ce qui a été dit sur l'Irlande, qui est un véritable fournisseur d'emploi, avec des possibilités de progression de carrière extrêmement rapides. Alors la transition est toute trouvée, on va parler des formalités et des visas et notamment du permis de travail dans certaines destinations. Qui souhaite démarrer là-dessus? Alors avec le Canada peut-être? Et vous, Michel? Alors, si vous voulez partir au Canada, enfin au Québec, pardon, pas au Canada, au Québec, pour vous, aujourd'hui, le plus simple, c'est partir via une formation professionnelle. C'est pas parce que je fais la promotion de la formation professionnelle que je dis ça, mais c'est dans la réalité, c'est beaucoup de personnes qui souhaitent partir au Canada, au Québec, qui partent via la formation. Et si vous faites une formation, que ce soit formation professionnelle ou formation supérieure, ça vous facilite les choses, puisque comme ça, vous avez tout de suite un permis de travail pendant la formation, après la formation, et pendant cette période-là, vous pouvez après faire des démarches pour avoir la résidence permanente. Mais c'est vraiment très facile en faisant des études. Je ne sais pas si c'est dans tous les pays comme ça, mais en tout cas au Québec, vous faites des études et vous pouvez tout de suite avoir des permis de travail pendant la formation pour subvenir à vos besoins et après la formation pour pouvoir travailler dans le métier que vous venez d'apprendre. Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut et travailler et en même temps étudier. Parce que dans d'autres pays c'est interdit. Vous avez un visa qui vous permet d'étudier, pas forcément pour travailler. Donc dans le cas de la formation professionnelle, c'est 25 heures d'études par semaine et 20 heures par semaine sont dédiées à travailler. Donc tout le monde travaille, puisque de toute façon on n'en voit personne qui peut se permettre de ne pas travailler. Donc tout le monde travaille et pour subvenir à ses besoins. Et donc après c'est le permis post-études et après chacun fait sa vie. Il y en a qui reviennent, hein. Ça peut être aussi mobilité, juste mobilité. Après, ça peut être aussi une expatriation. Effectivement, ça on l'abordera dans la dernière partie de cet atelier, le retour, hein, qui peut être peut-être un peu plus long, qui peut être plus court. Et en moyenne au Canada. En moyenne, c'est 7 ans. 7 ans. La moyenne estimée, c'est 7 ans au Québec. Les personnes restent en moyenne. Mais il y en a qui partent uniquement, des jeunes, qui partent juste se former et revenir avec un CV qui est plus béton, puisqu'ils ont étudié, ils ont travaillé et ils reviennent avec un CV. Ils n'ont même pas à faire des équivalences, des équivalences de reconnaissance de diplôme. C'est rien le fait d'être parti, d'avoir étudié à l'étranger, d'être revenu, ça fait un CV qui change complètement la donne. Nathalie. En fait, les formalités, c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir le présenter parce que chaque pays en fait a ses propres spécificités en fonction de leur envie et de leur stratégie d'attractivité. En fait, il va y avoir des États qui vont vraiment faciliter. Souvent, la plupart du temps, c'est souvent des États qui sont touristiques ou qui sont orientés vers les capitaux extérieurs. Donc, ils vont faire venir justement plusieurs types de populations, soit les personnes actives, les étudiants également, pour pouvoir peut-être pouvoir les capter, les garder pour qu'ils puissent développer leur activité dans le pays, ou également les personnes qui ont un peu plus de moyens, qui veulent créer des entreprises, etc. Et également les retraités. En fait, en réalité, nous, on a... c'est des données qui sont tellement aléatoires en fonction des pays. Je vais vous donner quelques exemples. Je prends l'exemple, par exemple, des retraités, qui est un sujet qu'on n'a pas encore parlé pour l'instant et qui est en pleine croissance. Aujourd'hui, les retraités ont envie de s'expatrier parce qu'ils veulent finir du moins profiter de leur retraite au soleil ou dans d'autres destinations. Et il y a des États qui l'ont très très bien compris, des pays déjà européens comme le Portugal et l'Espagne qui ont mis en place des politiques et d'imposition fiscale, de non-imposition entre les deux États et avec des fois des exonérations d'impôts qui permettent aux retraités aujourd'hui et de recevoir leur retraite dans le pays dans lequel ils sont et également de mieux vivre parce que le pouvoir d'achat est beaucoup plus fort dans ces pays par rapport à la France. Ça, c'est le premier point. On va avoir également des destinations qui sont spécifiques plutôt pour des créations d'entreprises. Je prends le cas aujourd'hui pour Maurice. Pour une création d'entreprise ou pour développer des activités, clairement, c'est
le gouvernement mauricien a décidé vraiment de se positionner sur ce credo-là, que ce soit dans le digital ou dans les nouvelles technologies, pour pouvoir capter justement les talents, les jeunes start-up, les personnes qui veulent aussi délocaliser leur société, etc., en mettant en place plusieurs leviers justement d'optimisation fiscale. Et là, on ne parle pas d'évasion fiscale, on parle d'optimisation fiscale. L'idée, c'est vraiment de démarrer son activité, partir de zéro. Bien sûr, il y a des coûts, parce que cette immigration est choisie, mais il y a quand même des paliers d'investissement minimum dans ces États-là. Je prends ces exemples-là, il y en a beaucoup d'autres derrière. La Thaïlande, la Malaisie aussi en Asie. Il y a certains pays africains, comme l'Afrique du Sud par exemple, qui a aussi des avantages également, mais beaucoup de pays européens. Il y a aussi cet avantage-là, c'est que même si on est dans une zone qui est un petit peu, justement, où on a plus ou moins le même degré, que ce soit au niveau santé, cotisation, etc., il y a certains pays qui font de gros efforts. On prenait l'exemple tout à l'heure de l'Irlande. L'Irlande, c'est pareil. Il y a quelques années de ça, il y a une bonne dizaine d'années, subissait un vrai problème, on va dire, au niveau de la croissance, etc. ont décidé de mettre des mesures drastiques. Comme le Portugal, il y a quelques années, on parlait justement du limite de devoir sortir le Portugal de la zone euro après la Grèce, etc. Aujourd'hui, le Portugal se porte très bien. Et pour les Français et surtout les retraités, c'est la destination numéro 1. Aujourd'hui, dans toutes nos stades, tous nos retours depuis les 3 dernières années, après je parle aussi de certains pays du Maghreb, le Maroc, qui tire son épingle du jeu par rapport aussi à des facilités et des impositions beaucoup plus avantageuses. Juste pour compléter ce qui vient d'être dit, et du coup le fait que beaucoup de retraités effectivement choisissent de s'expatrier, d'aller s'installer au Portugal, en Espagne ou au Maroc, ça génère derrière de l'emploi. Ça génère de l'emploi pour accompagner les retraités, alors pas forcément en étant auxiliaire de vie, mais pour être capable de répondre au téléphone dans les centres d'appel, pour être capable de gérer la complémentaire santé. Et c'est là qu'on voit des recrutements pour des francophones, au Portugal aujourd'hui, beaucoup, en Croatie, en Espagne, au Maroc, parce qu'il faut accompagner ces gens-là qui sont venus s'installer, mais qui attendent des services qui soient des services de qualité. Et là, les Français sont reconnus comme étant en mesure d'apporter ce type de service. Et donc, ces mouvements migratoires permettent de créer de l'emploi et permettent d'offrir des opportunités, y compris aux compétences françaises disponibles sur le territoire. Et également, ça a aussi permis de créer de nouveaux emplois. Il y a beaucoup de tendances en ce moment sur le marché de l'emploi à l'international. On parle de relocation. C'est des personnes en fait qui sont expatriées dans un pays, qui ont des compétences, que ce soit... en fait, il y a beaucoup d'expatriés aujourd'hui qui, quand ils veulent s'installer dans un pays, veulent que tout soit pris en charge, tout intégralement, veulent pas se prendre la tête avec différents prestataires, etc. Et du coup, en fait, il y a des agences qui sont vraiment spécialisées. En France, on appelait plutôt ça de la conciergerie. À l'étranger, on parle de relocation. Et c'est tous les services en fait qui sont associés, que ce soit l'immobilier, que ce soit le système éducatif aussi, trouver l'école pour les enfants, etc. Et c'est des métiers aujourd'hui, il y a des Français qui partent de rien dans des pays où ils ont découvert une opportunité, ils ont senti quelque chose il y a 5, 10, 15, 20 ans, que ce soit en Asie ou partout, même dans certains pays en Afrique, qui aujourd'hui proposent ce genre de service et ça se passe très bien pour eux parce qu'ils ont senti justement ce marché-là. On parlait de l'emploi, les retraités apportent cette valeur ajoutée parce que leur pouvoir d'achat permet de financer justement des métiers annexes et tous les ans il y a toujours de nouveaux métiers qui sortent derrière.